Challenge IA, le podcast qui parle de l'intelligence artificielle et de son impact sur l'humain, les entreprises et notre environnement. Cet épisode est réalisé par Jennifer Delalande-Lim, fondatrice du Challenge IA, ingénieure en intelligence artificielle spécialisée en IA depuis 2017. Le podcast Aculture forme et sensibilise à l'innovation, l'IA et à l'impact de l'intelligence artificielle sur tous les cœurs de métier et notre quotidien, autant personnel que professionnel. Le podcast Challenge IA est heureux de vous présenter son invité spécial, Emmanuel Vivier, cofondateur du Hub Institute et du Hub Forum. Le podcast qui débat sur l'impact de l'IA en entreprise grâce aux formations, aux workshops, aux implémentations et aux événements organisés autour de l'intelligence artificielle entre deux experts sur le sujet, Jennifer Delalande et Emmanuel Vivier. Bienvenue dans le podcast Challenge IA, le podcast qui parle de l'impact de l'IA dans les entreprises et dans tous les domaines d'activité. Aujourd'hui, on se retrouve dans un épisode spécial pour parler des enjeux en entreprise, un débat entre Emmanuel Vivier, notre invité spécial, et moi, Jennifer Delalande. Bonjour Emmanuel. Bonjour Jennifer. Donc tu es fondateur du Hub Institute. Est-ce que tu peux me raconter un petit peu l'histoire du Hub Institute et comment c'est venu, et comme vous êtes des gros acteurs de l'IA, quels sont les enjeux que vous avez rencontrés ? Alors, cofondateur, oui, avec Vincent Ducret. Alors, gros acteur, je sais pas, sur la formation, on est très actifs. Après, je pense qu'il y a des Accenture ou des sociétés beaucoup plus grandes. Mais en gros, nous, depuis 15 ans, on accompagne les grands groupes pour essayer de comprendre qu'est-ce qui va impacter leur business à 2-3 ans. Donc, on a fait beaucoup la transformation digitale. Donc, il y avait déjà les sujets data, IT, voire IA traditionnel, le marketing digital, la RSE, le futur du travail. Mais depuis 2 ans et demi, effectivement, on est beaucoup sur l'IA auto-générative. Où là, on va essayer de les aider à comprendre le sujet, comprendre les impacts en termes et business et organisationnels, compétences, et puis les aider souvent sur des missions assez courtes de conseil, de choisir plutôt sur les outils SaaS qui nécessitent pas forcément d'intégration complexe, de trouver des quick wins pour essayer tout de suite d'avoir des gains de productivité, d'efficacité, de créativité avec leurs différents métiers. Ok. Je fais pareil que toi, moi dans mon cas, puisque j'ai aussi une agence d'intégration et d'implémentation de l'IA, de formation. Et j'aurais aimé savoir, j'aimerais ton retour terrain si les entreprises, en fait, elles ont peur justement d'être remplacées par l'IA, ou t'as plus des entreprises qui sont vraiment enthousiastes dans l'intégration. Alors c'est vrai qu'avec 130 grandes entreprises qu'on accompagne à l'année, et en formation sur les 2 ans et demi passés, on a dépassé quasiment les 35 000 personnes. On a dû faire 400 entreprises. On peut commencer à faire des stats, mais de manière générale, on va dire que il y a une curiosité, alors qui peut être des fois un peu fantasmée. L'IA va tout régler, ou on va se faire disrupter. Il faut absolument qu'on s'y mette. Évidemment, la réalité est un peu entre les deux. Souvent, il y a une prise de conscience du COMEX, de la direction, avec une envie de faire des économies dans un premier temps, ou de gagner en efficacité ou en productivité, puisqu'on a quand même un contexte économique actuel qui fait que il faut aller essayer de retrouver de la marge. Après, souvent, il y a une première phase qui est un peu les usages bureautiques 2.0, un chat GPT sécurisé ou copilote, quelques briques images, voilà, des choses simples. Et après, le gros du travail, quand même, c'est après de descendre métier à métier, de trouver là des outils spécialisés, oui, supplémentaires. Les différentes verticales. Exactement. Ouais. Et là, c'est un peu une verticalisation de l'IA. Là, plus depuis 6 mois, 1 an, parce qu'après, les outils n'étaient pas toujours prêts. On avait plutôt des outils généralistes au commencement. Et là, il y a un vrai boulot de veille, de cartographie, d'aide à la sélection, parce qu'il y a tellement d'outils, ça change tellement vite que, effectivement, pour la plupart, ils ont envie d'y aller, mais ils savent pas toujours par où commencer. Ou alors, c'est l'IT qui est partie toute seule devant. Et c'est vrai que souvent, il y a des enjeux IT, évidemment, mais il y a aussi des enjeux orga et RH, il y a aussi des enjeux business. Donc, c'est vrai que là, souvent, notre boulot, c'est de pouvoir parler un peu à toutes les populations, les aider à se comprendre et ranger un tout petit peu et leurs problématiques, en se disant ça c'est facile, ça c'est très compliqué, donc on va faire des choix. Et puis avec quels acteurs qui peuvent être des éditeurs, des startups, des SaaS ou des fois des cabinets ou sur des projets un peu plus conséquents où là nous on va passer la main puisque je passe sur la prédiction des ventes ou des choses comme ça. D'accord. C'est vrai que
dans la réalité du terrain, moi j'ai encore beaucoup d'entreprises qui me disent qu'ils ont peur d'intégrer ChatGPT, notamment pour les raisons de sécurité. Malgré le fait qu'il y a la formule entreprise, ils ont peur, même s'il y a Azure qui assure une certaine sécurité, etc. Qu'est-ce que tu vas répondre à ces entreprises qui ont peur, en fait Disons que je pense déjà il y a deux grandes catégories. Il y a les grands groupes et les ETI ou les PME. J'ai l'impression que sur les grands groupes, on a une énorme valeur qui est déjà présente, donc on a vraiment pas envie de la détruire. Donc on est vraiment plus on préfère pas faire des choses que prendre des risques. D'accord. Donc on va passer beaucoup de temps à parler sujets juridiques, sujets cybersécurité. Et puis c'est vrai que dès qu'on fait un changement, quand on a 50 000, 100 000, 200 000 salariés, tout est hyper compliqué, coûteux, complexe, donc ça peut prendre quand même excessivement de temps juste pour choisir même un copilote ou un ChatGPT sécurisé. C'est chez les ETI, les TPE, alors des fois ils ont moins d'expertise, il y a pas toujours une DSI où elle est plus petite, mais en même temps eux des fois ils vont plus être prêts à prendre des risques calculés, à plutôt voir les gains, à se dire bon on y va et au pire on changera de logiciel dans 6 mois ou dans un an, c'est pas un drame si on est 50, 100, 500, alors que ça peut nous aider tout de suite à créer de la valeur. Et je trouve que finalement sur ces ETI là on peut des fois faire des choses plus rapides sans faire n'importe quoi, parce qu'il y a quand même plein d'outils B2B qui sont sécurisés, mais effectivement peut-être moins se prendre la tête, et puis ils sont aussi prêts à plus facilement se dire que oui on choisit un outil et on accepte que dans 6 mois, dans un an, si c'est que du SaaS avec de l'abonnement, on puisse switcher s'il n'y a pas une intégration importante. C'est vrai que je suis intervenue dans plusieurs boîtes d'événementiel, du coup très pragmatique, ETI, et en fait ils se disent je vais faire des piscines de commerciaux qui vont intégrer de l'IA, ou encore des développeurs ou des communicants, donc des community managers, et j'étais impressionnée à quel point ils ont pu switcher rapidement en intégrant l'IA générative, et ils n'ont pas hésité à sortir la carte bleue pour l'équipe pour pouvoir mettre en place les outils. Alors c'est peut-être aussi parce que dans l'événementiel, on en fait un peu parce qu'on fait beaucoup de conférences, t'es tout le temps en train d'innover, t'es tout le temps en train de trouver des solutions, et tu vis que dans le risque, puisque à tout moment il peut y avoir un problème technique, d'accueil, de marketing. Donc peut-être que eux ils ont une résilience ou une appétence face au changement, à l'innovation ou la créativité qui est pas tout à fait la même que dans je sais pas, la banque et l'assurance, la pharma. Les risques ne sont pas les mêmes. Exactement. D'ailleurs, est-ce que tu as déjà travaillé dans le monde de la finance tout comme moi? Et en fait, je trouve que justement chez eux c'est marrant parce qu'il y a autant des départements qui sont prêts à prendre énormément de risques, notamment l'IT. Moi je pense beaucoup à Finari, etc., où ils ont vraiment switché, ils ont scalé à fond sur l'IA générative. Voilà, après c'est dans la finance, ça reste de la startup ou de la fintech, donc effectivement sur les startups, eux ils vont se construire entièrement en étant agiles, innovants, etc. Après sur les grandes banques de la place, même s'ils ont des belles équipes IT et qu'ils peuvent innover quand même, mais effectivement, eux, leur premier sujet, c'est d'abord la cybersécurité, la confidentialité, et on peut le comprendre, tant mieux, c'est notre agent qui est derrière, qui fasse pas n'importe quoi, et après, ça peut être la force et la faiblesse d'avoir une grosse équipe, déjà, IT, voire IA ou data, c'est qu'à la fois, ils savent cadrer, faire des cahiers des charges, piloter, ils ont les ressources. En même temps, la taille du business fait que tout est un peu plus long ou plus complexe en termes de prise de décision. Après, il y a toujours des équipes de corsaires dans les coins qui s'autorisent des fois en bac à sable avec l'innovation, de tester aussi des choses sans forcément déployer à tous les collaborateurs ou à tout le business. Et ça aussi, je pense que c'est bien, c'est d'accepter on peut se permettre de tester des choses sans se prendre trop la tête sur un périmètre sécurisé. Puis après, il y a une deuxième discussion quand on veut vraiment massifier, déployer à grande échelle sur le reste des collaborateurs, où là, il y a du change, de la formation, des négociations aux achats, parce qu'effectivement si on doit acheter 100 000 licences d'un logiciel, c'est pas tout à fait la même que 10 personnes. C'est clair. C'est pour ça que j'ai l'impression qu'ils sont en train de mettre en place des startups in the big group, notamment la BNP, la Société Générale, etc., parce qu'en fait ils sont en train de tous suivre du coup la mode du vibe coding. Est-ce que tu as eu l'occasion de Alors nous, c'est vrai que par rapport à toi qui a un profil très tech, nous on a quand même beaucoup de gens du métier, donc on va avoir beaucoup des équipes marketing, même si tu fais aussi de la vidéo en IA générative, mais donc beaucoup sur les problématiques d'économiser du temps, de l'argent, de gagner en créativité sur les shootings de packshots, de modèles, la réalisation de banners, visual e-commerce, voire spot maintenant, puisque la vidéo avec VO3, etc. a beaucoup progressé. On va avoir les sujets sur les sales,
process, résumé de meeting, mise à jour du CRM automatiquement, les RH sur le recrutement ou sur la partie formation, puisque tu peux faire de la formation multilingue, toi qui connais bien aussi Edgen ou Synthesia. Après, ça peut être le contrôle de gestion, la R&D, la supply, où là, tout doucement, on y arrive. C'était pas forcément les premiers départements sur lesquels on avait des cas d'application. Et effectivement, l'IT sur lesquels il y a plein de choses à faire, mais tu connais bien avec Cursor, Lovable, GitHub Copilotix, où là, encore une fois, on n'est pas en train de dire qu'on a des outils qui remplacent totalement une personne, mais en tout cas qui vont permettre à des personnes ayant déjà une bonne expertise d'aller beaucoup plus vite, et à des personnes ayant peu d'expertise d'arriver à un niveau moyen, on va dire un peu plus aisément, d'avoir un super assistant. En fait, après c'est comme tout, souvent il n'y a pas d'outil magique, enfin il n'y a pas un outil magique, faut pouvoir jongler avec plusieurs, comprendre les forces et les faiblesses, et c'est vrai que des fois dans les grands groupes c'est difficile aussi de dire on va prendre 5 ou 6 outils différents, là où nous en freelance, en indépendant, en petit cabinet, nous on peut se permettre de tester beaucoup de choses avec une CB. Des fois c'est pas le montant, c'est juste de pouvoir dégainer une CB pour prendre 10 abonnements SaaS dans un grand groupe, ça peut être problématique, quoi. Et des fois, on est quand même obligé de benchmarker pour comprendre quel sera le bon outil ou comment on en mixe 3 ou 4 pour arriver à faire ce qu'on veut, quoi. D'ailleurs, comment tu convaincs un grand groupe de prendre autant de licences sur différents produits? Parce que nous, quand on travaille avec des solopreneurs, on travaille avec des moyennes et des grosses entreprises. Et c'est vrai que les solopreneurs, ils ont cette appétence à tester très très vite, alors qu'un grand groupe, il a du mal. En fait, il faut passer par des process de décision, faire réfléchir les cyborgs, etc. Donc, comment tu les amènes à... En fait, c'est souvent nous qui faisons le crash testing, l'exploration, le benchmark, voilà. Et puis, finalement, à la fin, on va dire, par rapport à votre problématique, vos contraintes, votre tech stack, finalement, nous, on pense que sur ce sujet-là, c'est cette solution, sur celui-là, c'est celle-là. Et après, ils vont faire une dernière évaluation, mais ils ont plus qu'une ou deux à évaluer. Là où nous, des fois, on a pu, alors pas que pour ce client-là, mais je sais pas, en texte ou image, on a testé plus de 120 outils, en vidéo, énormément aussi. Donc après, effectivement, voilà, c'est de comprendre quel outil va matcher, parce que si j'ai une entreprise ou un département avec 20 collaborateurs, ou si j'en ai 10 000, on peut pas mettre tout à fait les mêmes outils. Toi qui connais aussi bien Innate, Make ou le low-code, no-code, c'est top, mais c'est très agile, mais c'est pas forcément vraiment accepté dans les grands groupes aussi. Donc c'est aussi d'avoir plusieurs cordes à son arc par rapport à la même problématique, et essayer de comprendre pour une toute petite boîte qui a besoin de faire 10 images par semaine, ou le site e-commerce qui a besoin de redesigner 50 000 images, forcément on risque de pas prendre tout à fait les mêmes outils ou les mêmes solutions, quoi. Pour ceux qui nous écoutent et qui sont parfois débutants dans l'IA, N8N et Make sont des systèmes d'automatisation qui peuvent du coup mettre en musique les agents IA, les différents outils de génération d'images, ChatGPT, les LLM, etc. Et en fait, grâce à ça, on va pouvoir créer des workflows, donc on va pouvoir les orchestrer pour qu'ils puissent gérer nos ventes, gérer notre com ou tout autre process dans votre entreprise. Et aussi tous les outils comme Lovable, Bolt ou Cursor, ce sont des générateurs de code. Donc en fait, ils génèrent pour nous le front, le back, etc. Donc voilà, c'était un petit aparté pour pouvoir vous aider à suivre. C'est vrai que ce qui est assez génial finalement depuis les débuts de ChatGPT il y a 2 ans et demi, où c'était vraiment un prompt par tâche, ce qui est déjà génial. Demain, c'est vrai que si on peut prompter ou être assisté sur une succession, un process complet en plusieurs étapes, c'est sûr que là on voit vraiment la logique. Alors il y a un vrai boulot de setup, de conseils, d'écoute pour créer ou on va dire paramétrer ce process. Mais effectivement, demain on peut se dire, si on a des tâches qui sont récurrentes, si à chaque fois qu'on doit faire un entretien, on doit analyser le CV, le stocker, écrire une réponse, organiser un meeting avec le candidat, une évaluation à la fin, tout ça finalement, vu que c'est récurrent, fluide, en fait. On peut le théoriser avec ces outils agentiques ou d'automatisation, et demain mettre un peu comme les super macros à disposition des collaborateurs ou des départements dans l'entreprise. D'ailleurs, j'ai un retour terrain à te faire sur ces sujets-là. J'ai accompagné des RH à automatiser les process d'analyse des profils, ou encore j'ai même aidé des candidats à pouvoir postuler à plusieurs postes en même temps grâce à l'agentisation. Et je pense qu'en fait, il va y avoir un clivage entre les personnes qui se sont mis à l'IA et qui auront une force de frappe pour pouvoir se positionner sur le terrain, soit en tant que solopreneur, soit en tant qu'entreprise, et toutes les personnes qui se disent j'ai peur donc j'avance pas. Et
Moi, je pense qu'il faut dire à nos auditeurs qui ont encore peur de cette vague-là que de toute façon, même si il y a des enjeux climatiques, parce qu'il y en a qui veulent pas y aller à cause de ça, de toute façon, on va pas avoir le choix en fait de s'y prêter parce que toutes les boîtes sont en train de se faire concurrencer par des toutes petites boîtes qui font de l'IA et il faut y aller quoi. De toute façon, la peur enlève pas le danger. On peut avoir aussi peur qu'on veut. S'il y a un danger, ça va pas le faire partir en fermant les yeux. Donc ça, c'est la première chose. C'est comme ceux qui n'ont pas pris la vague d'Internet. Exactement. Alors aux US, on va jusqu'à parler de 10x collaborateurs ou 10x développeurs, donc des gens qui sont 10 fois plus productifs que les autres parce qu'ils ont intégré tous ces outils-là. Alors ça, c'est pour les top experts, les ninjas de l'IA. Mais sans en tomber là, si des gens ont fait 1,5x ou 2x par rapport à son collègue, ça va bien se passer. L'énorme opportunité quand même pour tout le monde, c'est que là on parle d'outils qui pour la plupart, je parle pas du text to coding, mais en tout cas pour les autres, nécessitent juste de prompter. Prompter, c'est de chatter en parlant d'RH, de marketing, de compta. Donc c'est vraiment des outils qui ne demandent pas dans l'usage, pas pour le paramétrage, mais en tout cas dans l'usage de coder. Donc c'est-à-dire que tout le monde peut s'y mettre. Donc là c'est vraiment plutôt une question de curiosité. Ensuite c'est quand même plutôt pour se libérer de tâches pénible, récurrent, à faible valeur ajoutée. C'est pas en train de remplacer notre métier, c'est en train d'enlever la partie administrative, répétitive. Donc ça, c'est quand même, personne va se plaindre de retrouver un peu de bande passante. Je pense qu'en termes de productivité, on est déjà tous au bout de notre vie. Et puis la dernière chose sur la partie RSE, oui, c'est un sujet parce que si rien ne changeait, plus on utiliserait de l'IA, plus on utiliserait de la data, plus on utilisera des data centers et des processeurs et donc de l'énergie. Mais c'est comme une étude qui disait en 1800 que Londres allait mourir sous le crottin de cheval à la vitesse où la calèche se développait. Oui, si rien n'avait changé, il serait mort sous le crottin de cheval. Mais évidemment, l'humanité n'est pas stupide. Même les afro-capitalistes, l'énergie, ça coûte de l'argent. Donc finalement, tout le monde a un intérêt demain à trouver des solutions. La première, c'est des processeurs beaucoup plus puissants, mais beaucoup moins consommateurs d'énergie. Des dernières puces Blackwell chez Nvidia, elle est 30 fois plus puissante, 25 fois moins énergivore. La deuxième chose, c'est qu'on prend les exemples de ChatGPT ou de Gemini ou Copilot qui sont énormes en termes d'entraînement et même pour tourner, parce que c'est des super généralistes. Demain, si on a plein de small language models ultra spécialisés sur le juridique, les RH, ils seront beaucoup plus petits à entraîner, moins consommateurs d'énergie et beaucoup plus petits à faire tourner. Et en plus, demain, on pourra peut-être les faire tourner sur son téléphone ou sur son PC ou son Mac en local. Donc, on consommera beaucoup moins. Et puis, je pense qu'il faut pas tomber dans la caricature. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a plein de choses qu'on fait déjà dans la vraie vie qui sont beaucoup plus potentes qu'avec de l'IA. Tu veux organiser une pub demain, on va les tourner en Argentine ou en Afrique du Sud, on va déplacer 40 personnes en avion, tout le matériel, on va fabriquer les caméras, fabriquer les trépieds. Et en fait, l'empreinte carbone d'un tournage de pub traditionnel, il est monstrueux. Alors même si ça consomme de générer des vidéos en VO3 ou des images en mi-journée, on est ultra gagnant en termes d'empreinte carbone avec l'IA générative. Donc encore une fois, il n'y a pas tout blanc ou tout noir. Il y a des cas où l'IA est bien plus vertueuse. Il y a des cas où franchement ça sert à rien et on est en train de saboter la planète. Ça va être à nous, comme toute innovation, d'encadrer, nous le régulateur, sur ce qui est souhaitable, ce qui est vraiment débile et ce qui est acceptable ou voilà et toute innovation. Enfin, les premières machines à vapeur ou à charbon, c'était horrible. Enfin, l'efficacité, elle était nulle parce qu'on était en train de l'inventer. Et puis on a tous amélioré jusqu'à ce qu'on arrive aujourd'hui à une voiture qui fait 4 litres au 100. Mais on peut pas demander à l'innovation d'être instantanément aussi vertueuse que des industries passées. Et puis je pourrais aller plus loin en disant finalement le pire en RSE, c'est de faire un enfant en empreinte carbone, c'est bien pire qu'une IA. Donc ouais, on se dit toujours l'IA c'est pas indispensable. Oui, mais avoir un 4x4 c'est pas indispensable, avoir un yacht c'est pas indispensable, et avoir un enfant on pourrait, pour certaines personnes en tout cas, c'est pas indispensable. Donc tu prends l'exemple de la pub. Moi, on m'engage pour créer des LoRa, donc des modèles IA de mannequins ou encore d'actrices ou de produits. Et en fait, c'est vrai que... Et après, tu peux prompter avec exactement respectant... D'ailleurs, ChatGPT a vraiment réduit les coûts de placement de produits parce avec ChatGPT Images, qui est quand même dingue, quoi. Ouais, c'est fou ce qui s'est passé là en 2-3 mois. Et en fait, j'ai réussi pour des campagnes de pub à réduire les coûts de l'ordre de 20 à 30K. Parce qu'en fait, il y avait beaucoup de déplacements, il y avait beaucoup de décors qui étaient mis en place, préparation, de personnel derrière. Et en fait, ce qui fait que des fois, on va prendre plutôt des équipes locales et on va prendre les images locales, on va les entraîner sur le modèle et en fait, ça s'appelle la phygitalisation. Donc en fait, on prend le mannequin, on peut l'animer, etc. Et donc on paye des licences du mannequin et ça coûte moins cher. Bon,
le mannequin est un petit peu moins bien payé que si c'était un déplacement, etc. Et encore, c'est pas toujours le cas. Et j'ai trouvé ça incroyable parce qu'en fait, ils ont chiffré là en 1 an et demi, ils ont fait des économies de l'ordre de 40 à 70% sur leur campagne. Donc, et en termes d'enjeux climatiques, on est bien meilleur dans ce genre de cas de figure. Donc l'IA change beaucoup de choses. Là, il y avait le témoignage dont je te parlais sur Comptoir IA des 3 Français qui ont participé aux effets spéciaux de la série House of David, donc sur David et Goliath, donc sur les faire la post-prod de la saison 1 et bosser sur la saison 2 en Grèce pendant 3 mois. Ils ont été interviewés, recrutés en 2 jours pour aller crash tester ce qu'on pouvait faire en IA générative. Ils disaient que déjà, qu'en moyenne, en gros, ils divisaient par 5 ou 6 certains plans, sachant que la plupart de la série a été filmée en vrai ou que après c'était sur un mur LED avec des vrais acteurs devant. Donc c'est pas toujours on remplace les acteurs par l'IA, ça peut être c'est des vrais acteurs mais devant un décor en IA sur un écran LED. C'est plutôt de comprendre à quel moment je fais un shooting. Et c'est ok. À quel moment, c'est la nuit, ça me coûte 2 fois plus cher. En fait, j'ai intérêt à le faire en IA générative. Ou j'ai besoin d'un serpent, c'est peut-être plus simple de le faire en IA générative. Et à l'inverse, là, c'est pas possible, ça va moins bien rendre sur un combat entre 2 personnes. Et je pense que voilà, demain, c'est de se dire, comme il y a eu l'arrivée de l'écran vert, des effets spéciaux, c'est aussi des opportunités pour certains morceaux. Je sais pas, pour faire la bande son. Donc le champ des possibles est énorme. Si on est curieux, si on accepte qu'on peut pas tout maîtriser, qu'il va falloir explorer, innover, expérimenter pour comprendre finalement dans quel cas ça fonctionne ou dans quel cas ça fonctionne moins. Ouais, je vais te raconter une anecdote, c'est que un peu comme toutes les petites filles, je voulais être actrice quand j'étais petite. Et là, en fait, l'IA générative me remet dans ce monde-là parce que j'ai réussi à m'animer dans un univers 3D, etc. Là, t'es actrice et réalisatrice. Voilà, et c'est ça qui est encore plus fun. Et donc là, je me suis dit, pourquoi pas, l'année prochaine, il y a Cannes. Il commence à s'ouvrir à l'IA générative. Je voudrais justement participer avec de nombreux acteurs du Prompt Club et notamment... De Gigaz, qui a monté un peu cette équipe de 30-40 réals incroyables et qui se mettent un défi tous les mois sur un thème et on voit vraiment au début c'était pas mal et là vraiment on a des pépites qui sortent au bout de quelques mois où on retrouve la patte des réals et pas juste l'effet IA J'aime beaucoup ce que produit Tom Pourcel aussi qui est à fond là sur LinkedIn à produire beaucoup de c'est un ami et je suis de très près tout ce qu'il fait et je pense que c'est très prometteur pour le monde du cinéma et donc je me suis beaucoup intéressée aussi à la boîte Génario qui crée des scénarios qui permet d'écrire, d'être assisté pour la génération de scénarios pour le cinéma, les storyboards, etc. Et donc en fait tout ça mis en musique, je me dis qu'en fait, tout seul, on peut produire un film en entier et puis même faire participer des potes. Donc en tout cas, avec une toute petite équipe, là où tu aurais besoin d'une armée mexicaine, en temps normal. Totalement. Et donc là, je me suis lancé le défi pour l'année prochaine de participer au Festival de Cannes avec le... Bon, on a hâte de voir ça alors. Je sais pas ce que ça va donner, mais en tout cas, j'ai des amis là qui sont à fond. Et j'ai notamment un ami photographe qui s'appelle Thierry Van Bissen et qui est à fond dans la promptographie, donc il génère des photos, il met des choses sous verre. En plus, j'ai fait un épisode avec lui. Et en fait, ce qui est incroyable, c'est que il raconte un peu comme si c'était l'histoire de Sam Altman, de Mark Zuckerberg, et qui aurait vu un peu une mine d'or sur l'IA. Donc, je trouve ça incroyable. Et je pense que là, le monde du cinéma, il vit un vrai chamboulement. Et je me dis, ils doivent avoir peur quand même, Hollywood, sur ce sujet. Je pense qu'ils en ont conscience, parce qu'en plus, ils sont un peu plus pragmatiques que nous. Il y a eu quand même cette grève des auteurs, voire des acteurs, il y a déjà 2 ans et demi, parce que les studios voulaient entraîner les IA avec les anciens scénarios pour en écrire des nouveaux, sans demander d'autorisation et sans rémunérer les auteurs, qui ont dit, non, pas sans nous, quoi. Mais je pense que voilà, il y a à la fois une peur, une fascination, un intérêt parce qu'il y a des économies de coûts, c'est aussi une opportunité pour les jeunes réalisateurs ou des plus petites boîtes de prod qui d'un seul coup, finalement c'est la créativité qui va faire la différence vu que les outils, on va avoir accès quasiment tous à des outils à un prix quand même qui reste très raisonnable par rapport au coût de production. Après, on peut comprendre que pour plein de métiers comme styliste, décorateur, make-up artiste, ça pique un peu. Alors, je pense que c'est comme tout, il n'y aura pas du 100% IAGN ou du 100% non IA, mais c'est sûr que les professions créatives
actives ont déjà pas mal souffert sur la baisse des revenus les dernières années avec l'arrivée du digital, la perte un peu des droits, etc. Donc c'est un hold-up. Ils ont tout pris sur Google, sur YouTube, et ils ont tout entraîné sans même nous demander. Donc oui. Et donc va falloir trouver le juste milieu entre laisser l'innovation avancer et en même temps pas laisser le Far West s'installer avec tout le monde qui se fait piller chez les ayants droit ou zéro respect pour les créateurs, quoi. Ouais, ça me fait un peu penser à Westworld. Le film, il parle justement de la place de l'humain et de l'IA dans le monde. C'est un peu perché, mais quand tu comprends un peu... Et je pense que c'est un film qu'il faut revoir plusieurs fois pour comprendre toute la cinématique, tout le message subliminal derrière. Mais justement, mon amie photographe, ma meilleure amie qui est designeuse et tout ça, en fait, je pense que tous ces métiers liés à l'art doivent se réinventer et devenir un peu hybrides parce qu'ils n'ont pas le choix en fait. Comme on a des consultants qui livrent beaucoup plus vite parce qu'ils peuvent générer les images à la volée et donc être hyper compétitifs en termes de prix, et entre ceux qui peuvent produire des choses qu'un humain, l'œil humain, des fois ils peuvent pas produire aussi vite et aussi bien qu'une IA parce que il a emmagasiné toute une appétence artistique, quoi. Ça, et puis je pense qu'il y a aussi des fois on avait des idées ou des concepts, mais le budget permettait pas de les faire vivre, ou le temps de production a été beaucoup trop long, et là d'un seul coup ça permet aussi de ressortir certainement pour beaucoup des idées, des concepts, des placards, et puis ça peut permettre aussi, je trouve, en termes de réduction de la barrière à l'entrée, à plein de gens talentueux mais qui avaient peut-être ni le réseau ni le capital pour se lancer, au moins de pouvoir faire un court-métrage, une pub, une idée, un scénario. Je vois dans les boîtes de production qu'on forme pas mal aussi, on appelle ça des pitch decks. Souvent, faut arriver avec quelques secondes, un peu une sorte de mini pilote, un peu des intentions. Là, d'un seul coup, on peut réaliser 15 secondes. Si vous voulez mettre un hélicoptère, une explosion derrière et une navette spatiale, c'est faisable, quoi. Oui. Donc ça, c'est quand même génial parce que des fois, on a une bonne idée, mais il faut aller chercher le financement. Et là, on peut convaincre beaucoup plus rapidement, quitte à ce qu'il y ait quand même des choses qui soient réalisées hors IA, mais au moins ça permet de faire un prototype, un pilote, un extrait, quoi. En plus, j'ai pas mal accompagné les agences de marketing et j'ai accompagné à automatiser le fait de faire le switch de DA, de direction artistique, parce qu'en fait, t'as encore beaucoup d'agences de marketing qui sont les cordonniers les plus mal chaussés. C'est-à-dire qu'ils permettent à leurs clients d'avoir des chiffres astronomiques en termes de suivi, de followers, de gains de clients, etc. Mais eux-mêmes, ils ont vraiment un compte d'Insta ou même sur LinkedIn où il y a personne qui les suit, etc. Et typiquement, j'ai mis en place Comfy UI en interne sur leur ordinateur pour pouvoir mettre des workflows de direction artistique pour qu'ils puissent gagner du temps, pour qu'en backstage, en fait, on puisse enfin générer des belles images et des belles campagnes marketing pour eux, parce que en fait, ils n'ont pas le temps, comme ils sont tout le temps chez leurs clients. Et je trouve que ça change la donne, en fait, parce qu'on a enfin des boîtes qui sont autant talentueuses dans leur propre image que sur le terrain, quoi. Après, ça pose quand même la question de faire de la veille, de se mettre à jour, de tester, et d'ajouter des nouveaux outils ou de comprendre les nouvelles fonctionnalités de chaque outil. Et des fois, c'est quasiment, tu vois, dans le Big Recap, j'ai quasiment 150 à 200 news dans cette newsletter que je fais sur LinkedIn tous les 15 jours. Après, il y a des news sur l'IT, sur le marketing, sur les RH, sur le business, mais c'est quand même incroyable. Et chaque fois, on se dit, non, mais là, ça va durer 2-3 mois et ça va se calmer. Et pour le moment, ça fait plutôt 2 ans et demi que ça dure. Enfin, en tout cas, 1 année et demie que vraiment c'est la folie. Merci, et pour le moment, OpenAI. on voit pas les choses, OpenAI, Claude, Midjourney, Gemini et tous les autres. Mais c'est vrai que je pense des fois, on a un peu l'impression de deux mondes. Le monde des grands corporates, alors qui ont beaucoup d'argent, mais qui finalement sont très lents à se décider, très lents à mettre en place des choses. Et on se dit des fois, alors avant c'était pas forcément très grave, mais là on se dit des fois si vous mettez 6 mois, 1 an à prendre des décisions, mais en 6 mois, 1 an il s'est passé effectivement tu prends les jeux vidéo, le film, les documentaires, en 2 ans leur métier, tout le workflow, tous les process, toute la chaîne de valeur va complètement changer. Donc s'ils mettent 1 an à se décider, en fait 1 an là à ce moment-là, c'est hyper long et c'est voire très dangereux de mettre ce temps de déplacement, quoi.
Oui, il y avait Harvard qui avait fait une étude comme quoi c'était 10% du PIB mondial, donc des trilliards de dollars qui étaient investis dans l'IA. Et à côté de ça, on a nos grands comptes qui prennent beaucoup de temps à prendre des décisions. Le GAFAM, là, ça y est, ils investissent, ils s'y mettent à fond. Donc si on veut pas qu'il y ait un clivage entre l'Europe et les États-Unis, il faut s'y mettre parce que moi, je vois pas mal de choses se passer, notamment dans la pub, parce que j'y travaille aussi tout comme toi. Et quand je vois que il y a les pubs Coca-Cola, les pubs L'Oréal, il y a aussi Mangou qui s'est mis pas mal. Pour rappel, Coca-Cola qui avait fait son spot télé à Noël l'année dernière en 40 déclinaisons pays en moins de 3 semaines. Incroyable. Produit full IA, sauf je crois la musique qui a été faite avec un cœur humain. C'est bizarre, pourtant c'est une des choses les plus simples. L'Oréal qui a donné l'autorisation, mais jamais pour faire des visages dans leur publicité, parce qu'ils veulent pas perdre la confiance en mettant des fausses personnes. Oui. Et puis Mango, effectivement, qui maintenant a certaines parties de son catalogue e-commerce où c'est un mannequin qui n'existe pas, mais qui a l'air particulièrement réaliste et bien fait, et qui porte les vêtements sans qu'il y ait eu de shoot d'organiser sur les vêtements portés. Donc on voit que on passe un petit peu de l'époque de l'exploration purement R&D à finalement certaines marques un peu plus pushy, un peu plus ambitieuses ou innovantes qui se lancent sur des choses maintenant vraiment visible du grand public, parce qu'un spot télé 40 pays, c'est pas la petite campagne test, quoi. C'est le spot de Noël, c'est quand même un moment important pour Coca. Ouais, en France, il y a que Obad qui s'est distingué, qui a fait sa première campagne pour les salles de bain full IA. J'ai trouvé ça super top. Dans les premiers, il y a eu Undies en affichage il y a 2 ans. D'accord. Mais qui avait pas mal galéré parce que il y avait pas les LoRa, il y avait pas tous les outils qu'on a aujourd'hui. Et là, des fois, on est aussi surpris, des fois, des marques pas du tout connues, toutes petites marques régionales avec des petites agences qui ont du coup des budgets très restreints, et qui eux se posent pas du tout la question en disant oui, en fait le spot on l'a fait, là j'en ai vu un pour des piscines l'autre jour, ou pour c'est pas des marques connues donc personne n'en parle, mais en fait eux ils ont déjà switché avec leur agence en se disant là d'un seul coup finalement le budget qui aurait été énorme dans la créa, je peux le mettre dans l'achat média, et finalement même si je suis une petite marque, je peux faire une petite campagne télé ou ciné de cette façon-là. Et comment le Hub Institute il reste à jour? Donc vous avez votre newsletter qui est une des plus suivies sur l'IA générative sur LinkedIn, donc Big Recap. On a 19 000 abonnés, tout à fait. D'ailleurs, j'ai pas envie de réinventer la roue, donc je fais référence à la tienne dans la mienne. Tu veux faire le tri, c'est ça? Non, c'est pas ça. C'est qu'en fait, j'ai ma newsletter Challenge IA, et au lieu de refaire ce que tu fais, moi je fais référence à la tienne. Ça me dérange pas du tout de faire du cross-sell. C'est tout le contraire. Et comment vous faites pour rester à jour justement? Mais il y a plusieurs choses. La première, c'est d'abord voyager énormément. Donc, avec le Hub Institute, on va couvrir en emmenant avec nous des dirigeants en délégation, les grands salons, le CES de Las Vegas, le NRF sur le futur du retail à New York, Hannover sur l'industrie, Slush en Scandinavie, South by Southwest à Austin, le Gitex à Dubaï, Cannes Lions pour la pub. Donc ça, c'est les grands salons. Après, on va faire des learning expeditions dans la Silicon Valley, à Séoul, à Shanghai. Donc là, ça nous permet, en emmenant nos clients, de rencontrer. Là, on en a fait 2 à San Francisco. On allait voir Anthropic, Nvidia, OpenAI, Google, Apple, Meta, Salesforce. Donc on va vraiment au siège rencontrer les équipes qui souvent nous donnent quelques semaines ou mois d'avance sur certaines parties de leur roadmap. Donc ça nous permet quand même de comprendre où en sont les choses. On a 130 grandes entreprises membres et on a 40 conférences. Donc ça nous permet d'échanger sur les bonnes pratiques, les projets, les solutions de start-up ou d'éditeurs. Donc ça nous permet de bien comprendre finalement, que ça soit chez Total Energy, dans le luxe, en retail, donc avec des industries très différentes, où on est qui. La formation, on est au quotidien en train de former les comex, les experts ou les équipes en acculturation. Donc là, à un moment, quand tu as formé plein de fois différentes équipes marketing, tu vois quand même les cas d'usage remonter. Et après, on a quand même une veille documentaire. Enfin, tu vois, sur Internet, constamment, on est abonné à des centaines de newsletters. On a les rapports de tendance qu'on fait. On va tester beaucoup les outils parce qu'après tu peux aussi lire les annonces, mais il faut aller vérifier que les outils, ou alors à quel moment l'outil passe en français, ou est-ce que entre la promesse et la réalité, est-ce qu'ils sont vraiment au niveau qu'ils nous ont promis. Et donc c'est tout ça cumulé plus les missions de conseil où on a vraiment déployé les outils, on a le retour des clients, et au bout d'un moment on mutualise. En fait, c'est un peu c'est une énorme chambre d'écoute. Et après, c'est croiser les avis, les retours d'énormément d'entreprises
entreprises de différentes tailles, de différents départements pour en ressortir finalement tamiser les bonnes solutions, les bons use cases à un instant T, puisque dans 6 mois, dans 1 an, ça aura encore changé. Donc c'est à la fois génial et passionnant, mais je t'avoue qu'on dort pas beaucoup, puisque effectivement là il y a une intensité, voilà, mais à la fois c'est génial parce que c'est vrai que j'adore Photoshop et Adobe, mais c'est vrai que quand même pendant 4, 5, 6, 10 ans, ils étaient tellement leaders que il y avait une grosse release par an, mais il se passait pas forcément des millions de choses. Moi qui a été en agence, qui avait mon agence Vankson pendant 10 ans avant, dans la partie créa, là d'un seul coup on a l'impression il y a des trucs qui sortent dans tous les sens, des nouvelles interfaces, des nouveaux usages, des nouvelles possibilités, et ça c'est quand même un truc de dingue si on est un peu curieux et créatif, quoi. Moi j'avais toujours eu une agence de prog et de communication, et je me dis mais j'ai aussi suivi la vague Canva. Et là, Canva AI, waouh, je suis. Alors c'est vrai que je suis un peu juste parce que eux, ils ont effectivement un peu redistribué sur finalement, c'est un peu une version light, mais très facile à utiliser, d'un Illustrator plus, d'un PowerPoint plus, d'un Photoshop. Incroyable. En un seul outil. C'est vrai que là, quand on voit tous les jeunes qui sortent d'école, souvent ils nous disent PowerPoint, je connais pas trop. Par contre, on fait tout dans Canva. Et c'est vrai que ça a aussi une force. Et en plus, ils ont mis beaucoup d'IA maintenant génératif dedans. Donc l'outil est de plus en plus puissant. Mais on a Figma aussi là qui vient de rajouter plein d'outils en IA. Et c'est vrai que d'un seul coup, ça recrée des suites, ça recrée des challengers, ça reforce. Là, on voit que Adobe Photoshop aussi a bien réaccéléré que Firefly. Ils avaient pris un peu de retard. Là, maintenant, ils s'ouvrent même aux autres modèles d'images, Imagen de Google ou ChatGPT Images dans l'outil. Donc, on peut garder son interface Photoshop qu'on connaît, mais en allant piquer des moteurs d'images chez les autres. Et on voit que c'est un peu, voilà, d'un seul coup, il y a une fragmentation, puis il va y avoir une recombination entre les rachats, les pivots. Mais ils n'ont pas le choix, en fait. Du coup, ils concatènent, ils agrègent parce que sinon, les concurrents, ils prennent toujours plus de marge. Et en fait, du coup, là, tu parles de Figma. J'ai un retour de terrain à te faire. Moi, j'organise des bootcamps de 3 mois où, en fait, les gens montent leur start-up et leur MVP sous 3 mois, ce qui était impensable avant. Oui, il fallait beaucoup de cash. Mais... Ouais, il fallait beaucoup de cash. Mais maintenant, ça coûte très peu. À coup d'outils, à 20 balles, tu peux vraiment sortir une MVP. Je crois que mon coût moyen pour un MVP, il est de 300 balles par mois, donc c'est pas ouf. Et en fait. En plus, le temps passé. Mais, oui, mais en tout cas, en outils, voilà, en dépenses techniques. En outils. C'est vrai qu'à l'époque, il fallait acheter son serveur, son hébergement. Et là, on parle de Lean Unicorn ou de Lean Startup AI, où on voit que, je crois que Midjourney, ils doivent être 50 ou 60 salariés, ils font 400 millions de chiffre d'affaires. Ouais, carrément. Et après, je crois qu'ils sont 20 ou 30 personnes, ils doivent faire 80 millions. Il y a Agora, là, qui a fait des photos LinkedIn et ils se sont fait des millions pour des photos LinkedIn. Alors après, je crois que ils ont explosé, mais à un niveau incroyable, et après, ça a un peu redescendu. Oui, mais bon, déjà, la vague, elle est passée, quoi. Mais c'est vrai que, voilà, on voit des boîtes où on se dit, c'est incroyable. Avant, il fallait être la plus grosse, en levant le plus de cash, en grossissant le plus vite. Là, on s'aperçoit qu'il y a aussi des équipes, parce que Midjourney n'a jamais levé de fonds, par exemple, ce qui est incroyable. C'est qu'on a des équipes qui cherchent, au contraire, à avoir peut-être 10, 20, top designers, développeurs, voilà, et finalement à faire le plus gros CA ou la plus grosse marge, mais avec surtout en essayant de pas trop grossir. Petite équipe, ouais. Parce qu'après, du coup, faut rajouter du middle management, faut rajouter. Ouais, et puis trop de décisions, trop de choses qui prennent du temps. D'ailleurs, justement sur ce retour terrain, moi j'ai dans ces fameux bootcamps Figma et le time to market, donc Figma, production, développement, etc. Il est hyper réduit parce que maintenant tu peux plugger du coup Bolt, Lovable et Cursor pour faire en sorte que Figma, en fait, le Figma, le switch, de ta maquette à HTML il est quasiment au back-end, imminent, quoi. Enfin, et il y a juste des correctifs pour le responsive design, etc. Je trouvais ça incroyable. J'étais en train de me dire, mais les designers, ils doivent trembler en ce moment. Alors après, Photoshop a pas remplacé les graphistes, mais c'est sûr qu'il y a plus beaucoup de graphistes en Photoshop. Là, c'est un peu la même chose. Il y aura peut-être encore des gens qui font des pixels faits à la main, mais demain, on peut imaginer que sur le coding, les interfaces, l'UX, en tout cas, on se passera plus de ces outils, même pour les experts. Ça permettra à la fois, je pense, pour les usages basiques, de se passer des experts, et l'inverse, pour les besoins experts, d'avoir des experts qui sont beaucoup plus rapides, beaucoup plus productifs, qui peuvent aller beaucoup plus loin avec ces outils, parce que effectivement, ce qui prenait 3 semaines avant, on peut le faire en 2 jours, en tout cas en V0, en V1, ce qui est quand même assez dingue. Et là, ça, je pense aussi que c'est une vraie chance pour les PME, les ETI, parce que on parle pas d'outils qui coûtent des milliards. Enfin, avant, c'est vrai qu'il y avait vraiment la tech pour les très grosses boîtes, et pour les autres, là, on parle quand même d'énormément d'outils. Alors, ça s'ajoute à la fin, mais
c'est quand même assez frugal comme budget, quoi. Et j'ai aussi pas mal de retours terrain des designers il y a encore beaucoup de besoins sur le print. Même si c'est pas forcément du print imprimé, c'est du print pour des affiches, pour des événements, etc. Là où la PLV dans les magasins, enfin on n'imagine pas tout, ouais bien sûr. Et en fait la grosse problématique qu'ils ont, c'est que la plupart des entreprises, ils ont pas forcément photoshooté correctement les produits et tout. Et l'IA générative, elle vient gommer cette problématique. Oui, pour la retouche. Oui, on peut carrément inventer, partir d'une image pourrie, retravailler la lumière, une image qui avait pas l'upscale, été etc. Et je trouve ça super cool. Moi là, j'avais une équipe de 5 designers qui faisaient full print pour des événements et tout. Et ils m'ont dit, en fait, nous, ça nous a sauvé la vie parce que on devait se rendre sur place et avec la vie de famille, c'est pas top. Et je pense que pour eux, ça leur change la vie, quoi. J'avais une autre question. Alors, tu m'as invité récemment, courant de l'année dernière plutôt, au Up Forum, et je te remercie Emmanuel. Et j'ai trouvé ça incroyable. Tu m'as parlé de Moderna, justement, qui a mis beaucoup de licences ChatGPT, qui n'ont pas du tout eu peur. Non, en 2 mois, ils avaient 400 GPTs. Ils ont vraiment pris plein de workflows de la boîte, du légal à la R&D au marketing. Ils ont tout passé 100 GPTs en 2 mois, quasiment au début de la fonctionnalité de GPTs. Là où c'est vrai que nous, toutes les boîtes attendent quand même plusieurs mois, voire des fois 1 an ou 2 avant de se lancer sur des nouveaux usages. Pour rappel, les GPTs, en fait, c'est des verticales de ChatGPT. Donc, en fait, dans ChatGPT, quand on a la version payante, on a la possibilité de créer donc des IA personnalisées, c'est-à-dire qu'on donne pour mission à ChatGPT de travailler dans le droit ou encore dans la com. Et ensuite, c'est comme si on pouvait se faire une armada d'employés, d'agents conversationnels qui peuvent nous aider à construire les stratégies d'entreprise dans les différents domaines. Et en plus, honnêtement, pour le coup, parce qu'il y a aussi Copilot, Agent Studio et d'autres. Alors GPT, c'était un peu les premiers, c'est pas les plus sophistiqués, mais c'est ultra simple à utiliser. Il n'y a pas besoin de coder. Et c'est vrai que je trouve ce qui est génial, c'est pas juste d'en fabriquer 1 ou 2 pour les gens, c'est que même montrer aux gens comment créer les leurs dans chaque métier, ça c'est quand même canon. Et j'avais beaucoup aimé aussi la conférence sur les avatars que un de tes collaborateurs avait mis en place. C'est vrai que on n'y pense pas, mais il y a beaucoup de choses qui se passent en ce moment sur les réseaux sociaux avec le fait que les formateurs maintenant ils ont plus envie de prendre le temps de se filmer tout à longueur de journée. Comme nous aujourd'hui, nous ne sommes pas des avatars. Et aussi le fait, tout à l'heure j'ai parlé des mannequins, mais en fait il y a de nombreuses problématiques, notamment les personnalités publiques qui ont été avatarisées avec le deepfake. Donc il y a une controverse, mais il y a aussi des atouts dans ce marché-là. Qu'est-ce que tu en penses, toi, des avatars ? C'est vrai que nous, on fait beaucoup de formations, pas mal d'e-learning, et il y avait toujours un vrai sujet. Déjà, le coût de production est important, parce que effectivement, il faut un studio, une captation, les caméras, quelqu'un qui règle tout ça. Sans parler le montage, le motion, etc. Là, déjà, on peut quand même comprimer les choses. Ensuite, il y avait un vrai problème pour beaucoup de grands groupes, c'est multilinguisme, c'est-à-dire qu'il fallait re-shooter la même chose avec une autre personne, une autre fois, avec le même studio, les mêmes caméras. Donc là, si d'un seul coup, je peux traduire des modules dans d'autres langues avec le lip sync sans avoir à retourner, je peux en plus avoir le même manager qui est la bonne personne, mais qui parlait pas 10 langues, qui peut parler en turc, en polonais, en français, en japonais, en chinois. En termes d'incarnation, c'est quand même beaucoup mieux. Alors, ça pourrait marcher pour de la com externe aussi. Et c'est quand même des outils qui sont passés d'il y a 1 an et demi à des trucs un peu gadgets rigolos pour faire quelques secondes avec une voix des fois un peu robotique, à vraiment des rendus là, ces dernières semaines qui sont ultra bluffants, qui sont de plus en plus simples à faire, parce qu'avant il n'y avait pas toujours le lip sync, etc. Et c'est sûr que voilà, sur la formation, ça change énormément de choses, voire demain pour la communication sur les réseaux sociaux, c'est tellement bien fait qu'on se demande est-ce que ça vaut le coup de retourner des vidéos et pas plutôt créer avec mon avatar tout un tas de capsules que je vais pouvoir utiliser sans redéranger un manager. Après ça pose juste la question de qui a accès au login et au password à bien sécuriser si vous pouvez laisser n'importe qui créer n'importe quoi avec votre tête. Après la réalité c'est que même si aujourd'hui on n'a pas besoin d'être gel, on le voit d'ailleurs avec quelques vidéos comme Door Brothers sur YouTube, ils s'amusent beaucoup avec les hommes politiques, oui. Sans d'autres organisations aux États-Unis sont peut-être un peu plus mais on voit que de toute façon aujourd'hui le génie est sorti de la lampe et que de toute façon c'est très
aisé maintenant pour même Kevin 12 ans de faire au moins une petite vidéo en prenant la voix à la tête de quelqu'un, quoi. En plus, j'ai une anecdote à te partager. J'ai travaillé pour des courtiers en assurance. À un moment, j'ai fait beaucoup de verticales courtiers en assurance, donc j'ai automatisé les process chez eux. Ils ont beaucoup de nurturing à faire parce qu'en fait, ils ont déjà une base client monstre. Un pipeline, ouais. Et en gros, il suffit de reconvertir ces personnes-là sur de la prévoyance ou sur de l'upsell, du cross-sell. Et en fait, ils m'ont dit, mais le facteur confiance humain est super important. Donc, j'ai commencé à créer des avatars pour eux et donc de faire des petites vidéos qu'ils pouvaient envoyer par mail. Et du coup des fois avec le fondateur de on peut avoir la réassurance à différents moments pour pas que la transaction soit 100% virtualisée. Exact. Et un peu désincarnée tout ça, quoi. Et j'ai observé avec des KPI les chiffres et on a converti 15 à 30% de plus rien qu'avec l'avatarisation. Donc c'est prometteur. Et aussi autre chose, c'est que je suis tombée sur un courtier qui était assez drôle. Il est aussi chaman taoïste, donc il masse et il parle un petit peu chinois. Et pourtant il est français, hein. Et du coup il m'a dit Jen, tu parles pas chinois, tu peux m'enseigner le chinois? Et je lui ai dit en fait j'ai un chinois occidental, donc mon accent est pourri, même si je parle chinois, les Chinois me comprennent pas. Il y a que ma tante ou ma mère qui me comprend, etc. Et en fait c'était assez drôle. J'ai dit tu sais quoi, je voulais pas rater l'opportunité et en fait je voulais m'amuser, donc j'ai créé un agent GPT qui parlait chinois et qui corrigeait du coup la prononciation. Et donc il y a le mode vocal sur ChatGPT et c'était incroyable parce que maintenant j'ai un agent GPT et qui est accessible à tous. D'ailleurs je le mettrai dans la vidéo. Vous pouvez l'utiliser et apprendre le chinois et il corrige votre accent. J'ai trouvé ça et ça m'a pris 30 minutes à tout casser. Ouais, et puis d'ailleurs ce midi tu me parlais d'un autre exemple où tu ressuscites des célébrités ou en tout cas des penseurs passés pour certains de tes clients. Tu veux peut-être nous raconter un peu ce que tu peux faire avec les avatars, parce que là c'est un bon exemple, la personne n'existe plus, donc de toute façon Bon, je vais pas parler du personnage parce que je suis sous NDA, mais par exemple, si imaginons je faisais revivre Einstein. Et dans ce cadre-là, à ce moment-là, je vais prendre des vraies images de l'époque et je vais les coloriser et je vais faire de l'upscale, donc créer des images tout autour du personnage pour le faire habiter dans un environnement qui lui ressemble. Donc vraiment créer un double numérique de l'univers du personnage et de son univers. Oui, j'utilise Adobe Photoshop pour le faire parce qu'en fait, ils ont beaucoup utilisé avec Firefly. Oui. Du coup, pour que tu permets d'étendre autour de ton avatar l'univers ou l'environnement de la personne dans l'image, quoi. Oui, parce qu'en fait, souvent, les images sont hyper focus, hyper réduites. C'est vraiment du portrait cadré. Et court, des fois, j'ai besoin que l'image soit beaucoup plus profonde, qu'il y ait de la dimension 3D, etc. Oui, ou tu as plusieurs plans dans l'image pour créer un peu de dimension. Et en plus, j'ai besoin que le personnage prenne différentes positions, donc je vais pouvoir utiliser ça. Donc et tu vas mimer caméra 1, caméra 2, en termes de cadrage. Comme si c'était un vrai film cinématographique. Sauf que la personne n'existe plus, donc ça a été compliqué, quoi, à moins de revenir dans le passé. Mais... Ouais, l'IA, franchement, ça me permet de faire ça. Et puis, j'ai aussi utilisé Magnifique, qui est un super modèle d'entraînement. En fait, apparemment, il est basé sur Stable Diffusion et après, il a été vraiment remodelé et réentraîné avec des images. Pour agrandir la définition, parce que effectivement, en vidéo, si tu veux faire du 2K ou du 4K, des fois, les exports des images, des solutions, c'est plutôt du 720 ou du 1080, c'est un tout petit peu pas assez net et assez précis, quoi. Oui, et en fait, après, j'utilise des outils comme Kling et Runway pour animer les images. Donc, ton texte, enfin tes prompts, tu fais tes images, t'améliores la qualité des images, tu la passes dans la plateforme vidéo ensuite pour les animer. Et c'est vrai que je travaille avec beaucoup de ce qu'on appelle les promptographes, donc ceux qui promptent des images. Et en fait, je me rends compte que on a tous des workflows différents, on a tous des façons de prompter différemment. Et moi, je suis une programmeuse, donc je suis lazy, donc je suis feignante. Donc je m'appuie sur l'IA pour créer mes prompts. Donc je dis à... Donc tu promptes ton prompt. Ouais, exactement. En fait, je dis à ChatGPT, je sais pas comment procéder, je sais pas comment faire les plans de mon image, mais l'idée c'est ça. Est-ce que tu peux me faire le prompt le plus parfait possible par rapport à ça? J'ai envie et je lui parle beaucoup de l'émotion que je veux donner, de la profondeur de l'image que je veux donner, et des fois je fais référence à des films ou encore
des fois, je suis inspirée parce que je surfe sur YouTube et je vois des images qui me parlent bien. Et en fait, des fois, je lui donne à manger des images que j'ai référence. moi en référence pour pouvoir l'aider à entraîner le modèle. Ouais, etc. finalement, il faut avoir un vrai univers, un vrai imaginaire ou un vrai bagage culturel ou graphique pour pouvoir le partager sous forme de prompt. Pas forcément, parce que même je trouve que c'est ça qui est magique dans l'IA, c'est que tu peux être un peu débile ou un peu t'as pas une âme d'artiste et en fait tu le laisses libre de rebondir sur finalement tes pistes et de les enrichir. Tu laisses le choix à l'IA de te donner un peu sa vision des choses. Et en fait, des fois, j'avais pas d'idée et des fois, j'étais un peu neuneu là, j'étais butée comme un autiste parce que je voulais absolument que ce soit comme contrôler, ça. Ouais. Et en fait, c'est parce que en fait, je suis une maniaque du contrôle. Donc, faut que tu acceptes finalement une collaboration avec l'IA où toi, t'impulses. Ouais. Mais tu laisses finalement aussi une part, je vais pas dire de hasard, mais d'autonomie créatrice à l'IA pour qu'elle pas te surprenne aussi en proposant des choses en face, quoi. Oui, en fait, c'est là où je me suis rendu compte que l'IA nous apprend à lâcher prise. En fait, on a tendance à vouloir, quand on est dans le monde du travail, parce que moi j'ai autant travaillé dans des grands comptes que dans des petites entreprises. Je sais que dans la finance, par exemple chez BNP, on me demandait de contrôler chaque élément du pipeline, de faire de la TDD, etc. Alors que l'IA, elle est plus là à nous donner les moyens de produire très vite, de développer très vite et de se réadapter très vite. Et ce qui m'a permis, justement, ce que j'ai apprécié dans la génération d'images et de vidéos, c'est que je pouvais donc produire de toutes pièces, de A à Z, tous les éléments donc tu parlais du lip sync. J'ai eu beaucoup d'enjeux sur le lip sync justement parce que je voulais que ça paraisse naturel. C'est vrai que les premiers souvent il y avait un décalage, c'était pas parfait, voire déjà le français c'était pas possible, où il fallait vraiment utiliser plusieurs outils pour s'en sortir, quoi. Et je suis assez contente parce qu'ils ont arrêté dans la génération d'images et de vidéos les problèmes de main, d'avoir un sixième doigt ou encore les yeux qui clignotent. J'en ai encore quand je les génère, mais en fait si je lui spécifie que je veux pas que les yeux clignotent et que les yeux paraissent naturels ou même des fois comme je travaille aussi sur des sujets de films d'horreur, les yeux écarquillés. Et là, il aime bien, au moins, plus on est précis dans l'IA, plus en fait on est efficient dans notre manière de générer notre contenu. Donc t'es contente en tant que développeuse, c'est comme si tu codais un algorithme. Ouais, en fait, je transpose mes connaissances de codeuse dans la réalité cinématographique ou la publicité. Là, il y a pas si longtemps, du coup, en fait, je suis devenue un peu la SOS Jenny, parce que mes élèves ils m'appellent Genial, Jen IA-Al, génial. Et en fait, les autres experts IA, ils m'appellent comme une cabane à outils. Ils me disent Jen, tu connais pas tel outil qui fait ça? Et du coup, je dis en fait, j'ai pas la science infuse, mais je dis tu peux essayer de tester ça. Et plus on teste, plus on voit qu'entre experts, en fait, on a tous un peu nos idées de faire des choses. Et c'est marrant parce que pour le même résultat, tout le monde va procéder un peu différemment. Il n'y a pas une solution ni une recette. Une vérité, ouais. Par contre, tu as une approche différente en fonction du workflow que tu veux mettre en place. Et notamment, c'est ça qui est génial, c'est que il y a pas si longtemps, on me dit oui, c'est marrant, les techos, les générateurs d'images, ils sont un peu communistes parce que ils ont pas envie, ils recherchent pas forcément à se faire de l'argent derrière, ils veulent tester des choses. Et après, il y a une certaine solidarité entre nous. Et bien sûr qu'on se fait de l'argent derrière parce que c'est le domaine aujourd'hui, je pense, où on s'en sort le mieux dans la tech, notamment l'IA. On est un peu dans une bulle où le monde du coding, par exemple, pour te dire, moi, j'étais appelée. J'avais 0 carence. Maintenant, pour les développeurs, c'est compliqué d'être placé. Et l'IA m'a permis de me réinventer, de me permettre de continuer de maintenir mon chiffre d'affaires malgré le fait que le monde change, quoi. Non, bien sûr. Après, je pense que ça montre aussi que finalement, même si c'est pas simple au démarrage, même si c'est pas confortable, c'est rarement les conservateurs qui gagnent à la fin de chaque époque. Hein. C'est quand même plutôt ceux qui sont en train déjà de réfléchir au monde d'après et à s'adapter et à réinventer sans forcément perdre leur acquis. Mais en tout cas, de traduire ou d'adapter leur acquis, leur expérience passée, leur expertise passée et l'adapter aux nouveaux outils pour en sortir le meilleur, quoi.
Et avant qu'on finisse, j'avais une question pour toi. Est-ce que tu as des retours terrain aussi de qu'est-ce qu'on devrait apprendre à nos enfants, en fait, maintenant que l'IA, elle est parmi nous? Parce que, en fait, moi, j'anime, du coup, des ateliers pour enfants et ça m'intéressait d'avoir ton point de vue. En plus, j'ai appris que tu vas être papa. Donc, comment tu vois les choses par rapport à nos enfants? Alors, c'est encore un peu tôt parce qu'il n'est pas arrivé, ce sera pour octobre, mais je pense que c'est pas évident. J'avais discuté avec des écoles, puisque eux, quand ils réfléchissent à un diplôme, c'est 2 ans pour déposer ce qu'on appelle un NCP, créer un diplôme, oui. Et puis après, pour du bac+5, c'est 5 ans d'études. Donc, il faut quasiment que tu anticipes 7 ans avant à quoi tu vas former les étudiants. C'est vrai qu'aujourd'hui, dans 7 ans, est-ce qu'on a encore besoin de coder, même pour les développeurs, enfin, à part pour les super développeurs, mais finalement, on aura peut-être des assistants pour faire tout un tas de choses. Pas évident. Moi, j'aimais bien Jack Ma, qui était l'ancien président fondateur d'Alibaba. Quand on l'interrogeait, il disait finalement travailler les humanités. La musique, la créativité, la poésie, le sport collectif, tout ce qui est encore un peu complexe. Je dis pas qu'une IA peut pas écrire une poésie, mais en fait, voilà, toute cette sensibilité, creuser votre sensibilité humaine, parce que finalement, sur les hard skills, on sera beaucoup assisté ou beaucoup augmenté, ou beaucoup aidé, voire des fois remplacé, sur au moins certaines tâches, peut-être des fois certains métiers au global. Après, la réalité, c'est que c'est très difficile de savoir ce qui va changer. Il y a eu une époque où l'automatisation, c'était plutôt dans les usines et les cols bleus. Désormais, c'est plutôt les cols blancs, les traducteurs, support client, à terme les professions juridiques, la santé. Demain, on a l'IA agentique qui va prendre des process complets, l'IA physique avec voiture autonome, robotique humanoïde, donc automatisation aussi du transport, de la livraison par drone, de la robotique. Alors ça peut être dans l'industrie ou service à la personne. Ça va prendre quelques années encore, mais ça arrive. En même temps, aujourd'hui, il y a toujours des gens qui fabriquent et qui achètent des vinyles, beaucoup moins qu'avant, mais il y en a toujours. En même temps, si vous êtes coiffeur ou plombier aujourd'hui, je suis pas sûr que l'IA vous distribue. Enfin, ça reste marginal. Donc, oui, il va y avoir vraiment des remises en cause de certains métiers qui finalement n'ont pas beaucoup bougé. Coiffeur, il y a toujours les ciseaux, prévu encore pour quelques années. À l'inverse, d'autres qui semblaient vraiment premium ou protégés, comme les avocats, comme les médecins, risquent, pourquoi pas, d'être modifiés. Et en même temps, si tu prends l'exemple de Doctolib récemment, qui a mis une IA vocale pour prendre les notes pendant les consultations avec des médecins, c'est pas de remplacer le médecin, c'est de dire au contraire, le médecin, le pauvre, sa consultation s'est rétrécie, il a 10-12 minutes pour écouter le patient, trouver le diagnostic, si on dure en plus, il doit prendre des notes, il va être burné. En plus, ils ont plus besoin du pyjama time le soir parce que l'IA elle prend les notes pour eux. Exactement. Et donc du coup, on relibère du temps humain de qualité, on déstresse on revoit le visage de notre médecin. Les médecins, et le médecin lui-même a le temps de se reconnecter et de faire vraiment tout ce boulot d'humain, parce qu'à la limite, oui, examiner une radio, l'IA le fera mieux, mais demander aux gens en fait c'est quoi le vrai problème, les faire parler, connecter avec eux, les écouter dans un sens un peu plus holistique, c'est sûr qu'on est speed et qu'il nous reste 5 minutes après la prise de notes, en plus ils écrivent mal, voilà, donc je pense que demain c'est plutôt ça, c'est dans certains cas il y aura des afro-capitalistes qui se poseront pas de questions, et il y en a d'ailleurs qui vont très fort, très loin, puis se rendent compte que ça marche pas aussi bien qu'ils veulent et ils sont obligés de retrouver un compromis entre humain et technologie, mais je pense souvent que ça va être de trouver le bon équilibre entre qu'est-ce qu'on laisse aux humains et comment on leur laisse du temps et on les renforce dans cette humanité, et à l'inverse, qu'est-ce qu'on accepte de lâcher aux machines, parce que ça a pas faire de sens. De l'admin, faire de l'Excel, on voit quand même dans la fonction publique, il y a tout un tas de tâches aujourd'hui où faut amener, c'est un peu Astérix quoi, faut amener le papier bleu au bureau jaune, c'est rébarbatif, même je pense pour ces personnes-là c'est pas intéressant. Oui. À l'inverse, il y a plein d'autres choses, on pourrait leur libérer du temps pour s'occuper, je dis pas qu'il faut réduire les services publics, c'est plutôt de les améliorer, de les optimiser, de les humaniser, d'automatiser un maximum les process les plus stupides, et au contraire remettre de l'intelligence humaine, et je pense que finalement si l'IA c'est un peu des super engrenages, le boulot de manager ou le boulot des humains, ça va être de l'huile au milieu, parce qu'on aura beau créer tous les engrenages qu'on veut, il y aura toujours des caps à pas anticiper, et finalement peut-être la seule compétence qu'on pourrait être sûr qu'il faut maîtriser dans le futur, c'est apprendre à apprendre.
C'est tant qu'on est curieux et qu'on est prêt à apprendre. Et je le vois, souvent les gens digitales qui ont démarré en 98-2000, ils sont à l'aise parce qu'en fait, ils ont passé leur vie à apprendre. Avant, il y avait même pas de diplôme, il y avait même pas de formation. Ils ont appris sur le tas, puis ils ont appris le HTML, puis les sites web, puis les bases de données. D'accord. Et finalement, pour eux, l'IA, c'est juste un truc de plus. Ou d'ailleurs, chez les grands clients, les grands comptes, je vois qu'ils se débrouillent souvent le mieux sur l'IA générative, c'est les boîtes d'ingénieurs, Total Energy, Schneider Electric, Safran, parce que ils sont déjà des ingés, ils faisaient déjà de la data, des projets informatiques, de l'IA traditionnelle. Finalement, pour eux, l'IA générative, c'est juste une techno de plus. Ils savent cadrer c'est un non-sujet. Ils en ont pas peur. Ça marche comment? C'est quoi les forces? C'est quoi les faiblesses? C'est quoi les specs? On fait un cahier des charges, on fait un test, on y va. Dans d'autres boîtes, on sent que c'est un peu comme le cloud, ça a l'air un peu, je comprends l'idée, mais ça a l'air un peu magique, c'est presque un peu chaman, quoi. Du coup, ça peut être très flippant parce qu'on comprend pas bien où ça démarre, où ça finit, comment prendre les choses. Donc c'est vrai que si on apprend à apprendre, finalement, on réduit quand même l'effet choc de la disruption, quoi. Juste pour finaliser là-dessus, en fait, moi, j'ai plutôt une théorie, c'est qu'on va être tous forcés d'être des chefs d'orchestre des IA. Donc en fait, moi, je suis assez admirative de la Chine qui a imposé 13 heures pour nos enfants, pour leurs enfants. Mais ouais, bien sûr, à l'école. Et je pense qu'on doit faire de même et permettre à nos enseignants aussi de suivre une formation IA parce que j'ai encore entendu ma nièce entendre à l'école oui, on m'a appris à tricher avec l'IA, donc c'est pas du tout la bonne approche. Et encore, dans certaines écoles, on aura interdit d'utiliser, alors qu'à Abu Dhabi, là, le pays vient de payer une licence ChatGPT Pro à tous les habitants. Donc effectivement, on voit qu'on n'a pas la même relation à la technologie en Asie, au Moyen-Orient, qui sont très optimistes. Finalement, on est en conscience que tout n'est pas parfait. Et nous, finalement, avec quand même une défiance dans les pays occidentaux un peu vieillissants de oulala, la technologie va nous remplacer, va nous mettre en danger. Et finalement, on pourrait voir le Japon qui peut mettre tout le monde d'accord, parce que la population est ultra vieillissante, 800 000 habitants en moins chaque année. Et du coup, ils n'ont pas le choix. Là, ils sont obligés d'aller chercher des robots, des IA pour accompagner les personnes âgées en service à la personne. Je te remercie Emmanuel, c'était très enrichissant comme débat. Merci à toi, merci à l'audience. Oui, et en tout cas, si on devait te contacter, Emmanuel, ce serait... Je pense que le plus simple, c'est sur LinkedIn, Emmanuel Vivier, puis vous pouvez retrouver la newsletter, le Big Recap, qui est sur mon profil LinkedIn, tous les 15 jours, à 100 à 200 news pour faire l'encyclopédie de tout ce qu'il fallait pas rater. Après, c'est rangé par thématique. Merci de m'avoir trouvé un petit créneau dans ton emploi du temps de dingue. Je pense que tous les deux, l'IA nous met à bout de souffle. Mais voilà, c'était important qu'on échange là-dessus. Merci à toi. Merci.